La guerre en Ukraine, le plus grand conflit en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, vient d'entrer dans sa 4e année de dévastation. Et après tout ce temps depuis que l'armée russe a lancé son invasion totale, l'Ukraine se trouve maintenant dans la position la plus précaire qu'elle ait connue depuis les tout premiers jours de la guerre. À la suite d'une réunion explosive entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche fin février, Trump a ordonné aux États-Unis de couper temporairement toute leur aide militaire et tout partage de renseignements avec les Ukrainiens, apparemment comme tactique de pression pour forcer l'Ukraine à accepter un quelconque accord de paix avec la Russie. Après que l'Ukraine a indiqué quelques jours plus tard qu'elle était ouverte à un cessez-le-feu temporaire de 30 jours avec la Russie, l'aide militaire et le partage de renseignements américains ont été rétablis, mais l'administration Trump a aussi montré aux Ukrainiens que, pendant les 4 prochaines années de cette administration, les États-Unis ne seront plus un partenaire aussi fiable qu'avant et que leur aide et leur partage de renseignements pourront toujours être retirés à nouveau à l'avenir pour n'importe quelle autre raison. Pendant ces 6 jours où le partage de renseignements américains vers l'Ukraine a été stoppé, les Russes et leurs alliés nord-coréens ont réussi à faire d'énormes percées tactiques contre la zone occupée par l'Ukraine dans la province russe de Koursk, menaçant d'encercler environ 10 000 des soldats d'élite les plus expérimentés de l'Ukraine dans le théâtre de Koursk et provoquant des appels de haut niveau au sein de l'armée ukrainienne pour abandonner l'opération de Koursk avant qu'il ne soit trop tard. Si le pire arrive vraiment pour l'Ukraine et qu'ils sont forcés d'abandonner leur emprise sur Koursk à cause de ça, ces 6 jours d'arrêt du partage de renseignements américains avec l'Ukraine pourraient bien leur avoir coûté leur plus gros atout de négociation qu'ils avaient acquis pendant toute la guerre, parce que l'Ukraine espérait échanger le territoire qu'ils occupaient à Koursk contre du territoire ukrainien occupé par la Russie. S'ils finissent par tout perdre, l'Ukraine se retrouvera dans une position de négociation encore pire qu'avant, sans aucun territoire russe occupé restant à échanger contre du territoire ukrainien occupé. Les 3 dernières années de guerre totale pour résister à l'invasion russe ont infligé des coups absolument horribles à la société ukrainienne. À l'approche du 3e anniversaire de l'invasion en février 2025, le président Zelensky lui-même a déclaré que plus de 46 000 soldats ukrainiens avaient été tués au combat depuis le début de l'invasion, un chiffre presque certainement optimiste. Le Wall Street Journal a publié en septembre 2024 une estimation selon laquelle jusqu'à 80 000 soldats ukrainiens auraient été tués pendant la guerre et 400 000 autres blessés, tandis que The Economist a publié un rapport similaire en novembre 2024 concluant entre 60 000 et 100 000 tués et 400 000 blessés. Si ces rapports sont même à peu près exacts, cela signifie que presque un homme en âge de combattre sur 20 en Ukraine a été tué ou blessé pendant l'invasion au cours des 3 dernières années, une statistique absolument macabre. Les pertes humaines russes pendant la guerre sont considérées comme numériquement pires, mais la Russie a une population beaucoup plus importante et est mieux capable d'absorber les dégâts. Mediazona, un média russe indépendant, a collaboré avec BBC Russia dans un projet massif pour essayer de confirmer, via des données open source, les noms des soldats russes tombés pendant la guerre. Fin février 2025, leur projet avait confirmé les noms de plus de 90 000 soldats russes tués depuis 2022, mais ils estiment que le nombre total de soldats russes tués, en incluant les morts non encore confirmés, est plutôt autour de 170 000, avec encore environ 550 000 blessés. Cela donne un total stupéfiant d'environ 720 000 victimes militaires russes subies pendant les 3 dernières années de guerre contre l'Ukraine, à peu près le même nombre de victimes que le Royaume-Uni a subi pendant toute la durée des 6 années de la Seconde Guerre mondiale, environ 750 000. Mais proportionnellement, la Russie reste quand même en meilleure forme que l'Ukraine à cause de son réservoir de main-d'œuvre beaucoup plus grand. Les chiffres spécialisés pour la Russie suggèrent qu'environ un homme en âge de combattre sur 30 dans le pays a été tué ou blessé pendant la guerre, contre 1 sur 20 pour les Ukrainiens. Les combats de la guerre sont aussi devenus constamment plus violents et plus intenses chaque année malgré peu de changements territoriaux majeurs sur la ligne de front. En 2022, on estime qu'environ 20 000 soldats russes ont été tués au combat. En 2023, encore 50 000 de plus. Et en 2024, selon le rapport Mediazona, BBC Russia, la Russie aurait subi environ 100 000 soldats tués et plus de 300 000 blessés juste pour capturer une quantité de terre en Ukraine équivalente à peu près à la taille de l'État américain de Rhode Island à l'est du front. Mais en plus du fait que les pertes russes sont proportionnellement moindres que celles de l'Ukraine, la Russie a aussi compensé beaucoup de ses propres pertes en prenant le contrôle de nouveaux territoires, de population et de ressources en Ukraine, tout en aggravant encore plus les pertes militaires de l'Ukraine. L'Ukraine a perdu environ 11% de son territoire depuis le début de l'invasion russe en 2022, en plus des 7% déjà occupés par la Russie et les séparatistes pro-russes depuis 2014.
Sur ces 18% du territoire ukrainien actuellement sous occupation militaire russe vivent environ 5 millions de personnes qui sont nominalement citoyens ukrainiens mais que la Russie essaie actuellement d'incorporer comme ses propres citoyens. Poutine a exigé que tous ces 5 millions de personnes dans les territoires occupés renoncent à leur citoyenneté ukrainienne et acceptent la citoyenneté russe, sinon ils feront face à l'expulsion. Si la plupart acceptent, la Russie aura gagné environ 5 millions de citoyens pour la perte de 170 000 soldats, plus environ 650 000 Russes qui ont émigré à l'étranger depuis le début de l'invasion. Un gain net positif de plusieurs millions de personnes. L'Ukraine, elle, a non seulement perdu environ 80 000 soldats tués, probablement, et un homme en âge de combattre sur 20 tués ou blessés, mais elle a aussi perdu environ 5 millions de personnes supplémentaires sous occupation russe derrière les lignes de front, plus 6 millions d'autres personnes qui ont fui le pays comme réfugiés depuis le début de l'invasion et qui ne sont pas encore revenus. À cause de ces pertes stupéfiantes, le Wall Street Journal a récemment rapporté que la population totale encore sous contrôle ukrainien aujourd'hui pourrait n'être plus que de 26 ou 27 millions de personnes seulement. Un déclin massif par rapport à leur population d'avant l'invasion d'environ 41 millions, et seulement à peu près la moitié de la population de l'Ukraine au moment de son indépendance en 1991. Un peu plus de 50 millions. Et en plus de leurs pertes catastrophiques en population et en territoire, l'Ukraine a subi d'énormes dégâts à ses infrastructures. À l'occasion du 3e anniversaire du début de l'invasion, les Nations Unies ont publié un rapport mis à jour concluant que le coût de la reconstruction de l'Ukraine et de la relance de son économie après la fin de la guerre se monte maintenant à environ 524 milliards de dollars américains, presque 3 fois plus que toute la production économique de l'Ukraine pour 2024. Il sera tout simplement impossible pour l'Ukraine de se reconstruire un jour et de se remettre de cette guerre catastrophique sans un soutien extérieur massif et sans de solides garanties de sécurité extérieure pour empêcher les Russes d'attaquer à nouveau le pays. Mais avec le soutien américain supplémentaire à l'Ukraine qui semble maintenant incertain, la question doit être posée. À quel point cette guerre a-t-elle condamné l'avenir de l'Ukraine, et l'Ukraine a-t-elle encore la moindre chance de devenir un État viable et prospère à l'avenir ? Pour commencer, jusqu'à ce que l'administration Trump ordonne l'arrêt temporaire de l'aide et du partage de renseignements, les États-Unis et l'Europe fournissaient à peu près la même quantité d'aide militaire à l'Ukraine, en parfaite synchronisation. Selon le Kiel Institute for the World Economy, une entreprise allemande qui suit l'aide internationale à l'Ukraine, les États-Unis avaient fourni environ 67 milliards de dollars d'aide militaire tandis que l'Europe, y compris le Royaume-Uni, en avait fourni environ 65 milliards. Si les États-Unis sous l'administration Trump finissent par arrêter définitivement leur soutien militaire à l'Ukraine, cela ferait exploser de façon effective ce qui a historiquement représenté la moitié du soutien militaire extérieur de l'Ukraine. Cela dit, dans beaucoup d'aspects, ce ne serait pas aussi catastrophique pour l'Ukraine que ça en a l'air au premier abord. La production d'artillerie européenne, par exemple, a explosé en échelle depuis le début de l'invasion et est maintenant assez élevée pour presque couvrir tous les besoins de guerre de l'Ukraine. Selon les données du Center for Strategic and International Studies, l'Europe est en voie de produire environ 2 millions d'obus d'artillerie pour l'Ukraine cette année, 2025, alors que les États-Unis ne devraient en produire qu'environ 850 000. La production d'artillerie européenne est à ce stade déjà plus importante pour l'Ukraine que la production américaine. Et pourtant, même combinée, la production européenne et américaine reste inférieure à la production russe, puisque la Russie est projetée à produire environ 4 millions d'obus en 2025, le double de ce que les Européens produisent collectivement. L'artillerie américaine aiderait, bien sûr, mais elle ne sera pas aussi décisive que l'artillerie européenne l'est maintenant. De plus, l'arme la plus importante dans cette guerre a évolué, ce n'est plus l'artillerie des premiers jours, c'est aujourd'hui les drones. Et l'Ukraine est presque totalement autosuffisante en drones. Selon certaines estimations, les drones explosifs FPV, vus à la première personne, représentent maintenant environ 70% des pertes russes sur le champ de bataille. Plus de 90% des drones que l'Ukraine déploie actuellement sur les lignes de front sont construits localement par des centaines de fabricants publics et privés. En 2024, les Ukrainiens ont construit 1,2 million de leurs propres drones pour la guerre et en 2025, ils sont en voie d'en produire encore environ 4 millions supplémentaires, tout seuls. Les Européens peuvent aussi aider encore plus la production de drones ukrainiennes en proposant de les aider à fabriquer des moteurs pour des drones à longue portée et plus grande capacité de charge, à un rythme beaucoup plus élevé. Donc là encore, l'arrêt de l'aide militaire américaine ne serait pas particulièrement catastrophique pour la guerre des drones de l'Ukraine. Mais il y a un gros morceau d'aide militaire américaine qu'il serait pratiquement impossible pour l'Ukraine et l'Europe de remplacer,
les systèmes antiaériens avancés américains, en particulier le système de missiles solaires Patriot. Le système Patriot est particulièrement adapté pour abattre les missiles russes à longue portée. Ils sont extrêmement avancés, compliqués et coûteux à produire. Chacun coûte environ $1 milliard à construire et peut prendre jusqu'à 2 ans à fabriquer. Et seuls les États-Unis produisent les missiles intercepteurs que le système tire. Ces systèmes Patriot ont été donnés à l'Ukraine depuis le début de l'invasion, dont au moins 2 sont considérés comme détruits. Les 5 restants sont totalement indispensables pour protéger les plus grandes villes ukrainiennes comme Kiev et Kharkiv, qui abritent des millions de personnes, contre les missiles russes les plus gros et les plus avancés. L'Ukraine utilise un mélange complexe de différents systèmes antiaériens pour intercepter missiles, roquettes et drones, mais c'est seulement le système Patriot qui est régulièrement capable d'abattre les missiles russes les plus avancés. L'Europe a ses propres systèmes antiaériens qu'elle pourrait fournir à l'Ukraine, bien sûr, mais aucun n'est considéré comme aussi performant ou aussi avancé que le Patriot. Si les États-Unis arrêtent définitivement l'aide militaire à l'Ukraine, ce serait probablement la conséquence la plus grave. Sans réapprovisionnement en missiles intercepteurs Patriot, les systèmes Patriot survivants finiront par en manquer et cela exposera les grandes villes et infrastructures ukrainiennes aux attaques de missiles russes d'une façon qui n'a pas vraiment existé avant dans cette guerre. Ce qui pourrait pousser encore plus d'Ukrainiens à quitter le pays et aggraver encore plus les problèmes démographiques et économiques de l'Ukraine. Dans l'éventualité où les États-Unis abandonneraient définitivement l'effort de guerre ukrainien ou réduiraient fortement leur soutien, les dirigeants européens ont promis qu'ils seraient à la hauteur du défi et continueraient à soutenir l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra. Quelques heures seulement après que Trump a ordonné l'arrêt temporaire de l'aide militaire américaine à l'Ukraine, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a proposé un plan massif pour mobiliser 800 milliards d'euros afin d'améliorer radicalement les capacités défensives de l'Europe et continuer à fournir un énorme soutien militaire à l'Ukraine. Mais pour l'instant, la proposition reste exactement ça, une proposition. Et comme les précédents plans européens de réarmement sont tombés bien en dessous de leurs attentes, il est plausible que celui-ci le fasse aussi, tant les nations européennes restent tiraillées entre les priorités de dépenses intérieures et l'augmentation des dépenses militaires. Malgré les paroles fortes et les grands plans qui sortent d'Europe, l'Europe reste profondément divisée sur l'Ukraine en profondeur. L'UE, par exemple, après plus de 3 ans de guerre totale en Ukraine, continue inexplicablement d'acheter plus de ressources énergétiques russes que la valeur de l'aide qu'elle donne à l'Ukraine. Pendant la 3e année de guerre, entre février 2024 et février 2025, l'UE a encore acheté pour 21,9 milliards d'euros de pétrole et de gaz russe, remplissant les caisses de guerre du Kremlin, alors qu'elle n'a fourni à l'Ukraine que 18,7 milliards d'euros d'aide financière sur la même période, fournissant en fait à la Russie 16% de plus d'argent qu'à l'Ukraine. Une étude YouGov de décembre 2024 a montré que, même si la plupart des Européens pensent que l'Ukraine ne reçoit pas assez de soutien occidental pour empêcher une victoire russe, seule une minorité dans chaque pays mesuré pense que c'est la responsabilité de leur propre pays d'augmenter encore le soutien. Beaucoup de nations européennes avec des armées grandes et compétentes comme la Pologne et l'Allemagne ont des opinions publiques qui semblent très opposées à l'envoi de troupes en Ukraine comme casque bleu. Un récent sondage en Pologne, État de première ligne très inquiet de sa propre sécurité face à la Russie, a montré que 86,5% des Polonais sont opposés à l'envoi de leurs troupes en Ukraine. Le gouvernement allemand a aussi dit que Berlin est opposé à l'envoi de casques bleus sans participation directe américaine, ce qui semble très improbable sous l'administration Trump. Cela élimine 2 des 5 plus gros budgets militaires européens de toute mission de maintien de la paix en Ukraine, ne laissant vraiment que le Royaume-Uni et la France, qui ont publiquement déclaré qu'ils seraient prêts à contribuer à une force de maintien de la paix en Ukraine après la fin de la guerre. Mais même avec leur volonté déclarée, cela pourrait n'être que des promesses vides, parce que la Russie a catégoriquement rejeté l'idée que tout État membre de l'OTAN déploie des casques bleus en Ukraine. La position russe est claire, tout déploiement de casques bleus par des États de l'OTAN après un cessez-le-feu ou un accord de paix serait interprété par le Kremlin comme un acte de guerre, et ils ne reculeront probablement pas là-dessus. Donc le Royaume-Uni et la France seraient-ils encore prêts à envoyer leurs troupes en Ukraine comme casques bleus si les Russes menaçaient sérieusement de les attaquer immédiatement dès leur arrivée ? La Russie accepterait-elle même un cessez-le-feu si l'Europe insistait pour des casques bleus français et britanniques ensuite ? Peu importe, le problème numéro 1 et le plus grand obstacle de l'Ukraine pour survivre en tant que nation après cette guerre, c'est sa démographie atroce. Même avant le début de la guerre actuelle, le profil démographique de l'Ukraine était déjà probablement le plus problématique au monde entier.
Après l'effondrement de l'Union soviétique en 1991 et l'indépendance de l'Ukraine, le chaos de la transition a provoqué un effondrement complet du taux de fertilité ukrainien. En 2001, le taux de fertilité ukrainien était tombé au niveau le plus bas du monde à l'époque, seulement environ 1,1 enfant par femme, bien en dessous du niveau de remplacement naturel de 2,1. Bien que le taux de fertilité ukrainien se soit modestement redressé depuis, il n'a jamais dépassé 1,5 enfants par femme depuis, et la dernière fois que le taux de fertilité ukrainien était au niveau de remplacement ou plus, c'était en 1964, il y a plus de 60 ans. Littéralement chaque année depuis l'indépendance de l'Ukraine en 1991, plus de gens sont morts ou ont quitté le pays qu'il n'en est né, ce qui a fait perdre régulièrement de la population à l'Ukraine chaque année sans interruption. Pendant le chaos de la guerre, cette catastrophe démographique s'est encore aggravée. Le taux de fertilité est maintenant tombé en dessous d'un enfant par femme pour la première fois, donné du Fonds des Nations Unies pour la population en 2024, tandis que l'Ukraine détient maintenant la triste distinction d'avoir à la fois le taux de natalité le plus bas du monde et le taux de mortalité le plus élevé, avec 3 fois plus de morts que de naissances en 2024. À cause de cela, la pyramide des âges de l'Ukraine ressemble aujourd'hui à ça, un gouffre énorme de jeunes entre la fin de l'adolescence et la trentaine, nés dans les années 1990 et début 2000. C'est pourquoi le gouvernement ukrainien a toujours résisté aux appels à abaisser l'âge de conscription pour inclure cette tranche d'âge. Au début de la guerre, l'Ukraine a refusé d'étendre la conscription aux hommes de moins de 27 ans et n'a réduit l'âge qu'à 25 ans cas contre cœur en 2024. Pendant toute la guerre, l'Ukraine n'a jamais conscrit de force dans la tranche d'âge qui fournirait normalement les meilleurs soldats, 18 à 24 ans, parce que c'est littéralement la cohorte d'âge la plus petite aujourd'hui en Ukraine. Les mobiliser en masse risquerait d'anéantir la génération jeune déjà beaucoup plus petite de l'Ukraine, ce qui pourrait condamner définitivement la capacité de l'Ukraine à se remettre de la guerre. L'Ukraine a donc été confrontée à un choix presque impossible depuis le début de l'invasion, accepter des pertes territoriales et de souveraineté face à la Russie et épargner l'avenir de sa jeunesse, ou engager sa jeunesse dans la guerre en pariant sur un meilleur résultat et risquer de détruire son avenir pour de bon si le pari tourne mal. Pour aggraver encore l'avenir démographique de l'Ukraine, la grande majorité des 6 millions estimés d'Ukrainiens qui ont quitté le pays depuis le début de l'invasion étaient des femmes en âge de procréer et des enfants eux-mêmes, dont la majorité n'a pas l'intention de revenir un jour. Avec la perte de 5 millions d'Ukrainiens derrière les lignes de front et les pertes de dizaines de milliers de soldats et civils au minimum, l'avenir de l'Ukraine sera incroyablement difficile si elle ne parvient pas à attirer la plupart des 6 millions de réfugiés de l'extérieur à revenir après la fin de la guerre. Sans la plupart d'entre eux qui reviennent, le redressement économique de l'Ukraine sera définitivement freiné par des pénuries chroniques de main-d'œuvre et une base de main-d'œuvre plus petite pour l'armée afin de se défendre contre une autre attaque russe à l'avenir. C'est le problème le plus important de l'Ukraine pour son avenir et la source de tous les autres problèmes. Le pays n'aura qu'une très étroite fenêtre d'opportunité après la fin de la guerre pour attirer la plupart de sa diaspora de retour, sinon il connaîtra probablement une stagnation ou même un déclin supplémentaire pendant des décennies, comme le montre l'exemple de la Bosnie. La Bosnie a été déchirée par une guerre civile horrible au début des années 1990 qui a poussé environ 1 million de personnes à fuir le pays comme réfugiés, soit un peu plus de 20% de la population d'avant-guerre. Même si la plupart de ces gens sont finalement revenus après la fin de la guerre, le pays a quand même continué à souffrir de sa main-d'œuvre et de sa croissance démographique. Les Bosniens plus jeunes et plus éduqués sont restés plus susceptibles d'émigrer depuis, ce qui a provoqué une fuite des cerveaux chroniques et un manque de compétences qui affecte l'économie et a conduit à une stagnation économique presque constante. Après 2010, 15 ans après la fin de la guerre, le taux d'émigration hors de Bosnie a en fait augmenté régulièrement et un sondage en 2019 montrait que plus d'un tiers des Bosniens voulaient encore partir définitivement. Résultat, la Bosnie a d'abord récupéré un peu de population après la guerre, puis ça s'est mis à stagner à la fin des années 2000 et le pays connaît un déclin démographique continu chaque année depuis 2009. Si l'Ukraine ne réussit pas à faire revenir la plupart de ses réfugiés après la fin de la guerre, elle risque de suivre une trajectoire similaire à long terme de stagnation, comme la Bosnie après sa guerre. Et pour y arriver, l'Ukraine aura besoin de stabilité avec des garanties de sécurité extérieure solides qui donneront confiance à la plupart des réfugiés qu'une nouvelle guerre n'éclatera pas peu après leur retour. Mais jusqu'à présent, personne ne semble prêt à donner à l'Ukraine ces garanties de sécurité en béton, et c'est pourquoi l'Ukraine est si pressée d'essayer de les obtenir. Elle sait qu'à long terme, sans elle, elle est condamnée. On a beaucoup parlé aussi de la supposée richesse en ressources de l'Ukraine qui pourrait contribuer à la reconstruction du pays après la guerre,
mais il y a énormément de problèmes sous la surface que la plupart des gens ne mentionnent pas vraiment en ce moment. L'Ukraine prétend avoir près de 15 000 milliards de dollars de ressources minérales précieuses dans ses frontières internationalement reconnues, dont ce qu'elle dit être les plus grands gisements de lithium, de titane et d'uranium d'Europe. L'Ukraine affirme que son pays abrite environ 5% des ressources minérales mondiales totales, y compris des gisements majeurs de 23 des 50 matériaux que le gouvernement américain juge critiques. Le gouvernement dit que le pays possède environ 6% des réserves mondiales de graphite et assez de réserves de titane pour fournir toute la demande des États-Unis et de l'UE pendant un quart de siècle. Ces affirmations ont attiré l'attention notable de l'administration Trump, qui a cherché à obtenir un accord sur les minerais avec l'Ukraine en échange d'un soutien militaire et de renseignements supplémentaires, et peut-être même de soutien à la reconstruction, mais sans aucune garantie de sécurité. Beaucoup pensent que la richesse minérale de l'Ukraine jouera un rôle majeur dans la reconstruction du pays après la guerre, mais il y a tellement de problèmes avec ce plan qu'on passe généralement sous silence. D'abord, l'étendue exacte des ressources minérales de l'Ukraine repose sur des données très limitées. La dernière évaluation réelle connue date des années 1960 à 1970 à l'époque soviétique, avec des techniques et technologies anciennes et dépassées. L'Ukraine n'a peut-être pas autant de ressources minérales précieuses qu'elle le prétend. Pire encore, une très grande partie de ces ressources prétendues se trouve actuellement derrière les lignes de front, dans le territoire occupé par la Russie. On estime qu'environ 53% de toutes les ressources minérales potentielles recensées à l'époque soviétique se trouvent dans les parties occupées par la Russie, ce qui n'est pas une coïncidence. Un objectif majeur de guerre de la Russie a clairement été de saisir autant que possible des ressources précieuses de l'Ukraine pour ruiner encore plus son avenir et la forcer à plier devant Moscou. Parmi toutes les provinces ukrainiennes les plus riches en potentiel minéral, le Donetsk est de loin la plus précieuse, et ce n'est pas un hasard si c'est celle qui a connu les combats les plus féroces de toute la guerre. La province de Dnipropetrovsk est la deuxième plus précieuse, et celle de Louhansk la troisième, que les forces russes ont presque entièrement occupée. De plus, les forces russes ont aussi réussi à occuper plus de 56% des réserves de charbon anthraciteux de l'Ukraine, fortement concentrées dans la région industrielle du Donbass. Avant la guerre, les réserves de charbon anthraciteux de l'Ukraine étaient les 6e plus grandes du monde et contribuaient fortement à son profil énergétique. Mais avec plus de la moitié perdue, la Russie a réussi à faire passer ses propres réserves de la 5e à la 4e place mondiale devant l'Australie, tandis que l'Ukraine a probablement chuté de la 6e à la 10e place. Avec moins de réserves de charbon encore sous son contrôle que la Pologne. L'Ukraine a aussi perdu environ 20% de ses champs de gaz naturel potentiels et 11% de ses champs pétroliers au profit des Russes, limitant encore plus les ressources auxquelles elle aura accès pour se relever après la guerre. L'administration Trump a essayé de forcer un accès américain à ces minerais ukrainiens potentiels comme une sorte de remboursement après coup pour le soutien militaire et de renseignements passés et futurs, mais il n'est pas clair non plus dans quelle mesure cet accord potentiel tient compte du fait que la plupart de ces ressources minérales potentielles sont actuellement derrière la ligne de front russe. Les minerais potentiels de l'Ukraine sont aussi presque entièrement inexploités en ce moment à cause des années d'incertitude sur le conflit avec la Russie et d'une foule de problèmes internes allant de la corruption aux problèmes démographiques déjà mentionnés. Démarrer les mines pour même commencer à extraire ces ressources potentielles sera un projet massif qui prendra des années et des montagnes de capital. Dans le monde, il faut en moyenne 18 ans pour développer une mine et ça coûte généralement entre 500 millions et 1 milliard de dollars. Ensuite, une fois tout ce temps et cet argent dépensé pour la faire tourner, une mine peut fonctionner pendant plus de 50 ans. S'engager à construire une mine demande donc une énorme confiance dans la stabilité à long terme du lieu. Comme beaucoup des sites de ressources minérales potentielles restantes sous contrôle ukrainien sont si proches de la ligne de front actuelle et que la guerre entre la Russie et l'Ukraine dure vraiment depuis 11 ans, depuis 2014, même si un cessez-le-feu est conclu, est-ce que des investisseurs potentiels auront vraiment confiance pour aller construire ces mines ? Est-ce que quelqu'un sera assez confiant que la guerre est vraiment finie pour de bon pour risquer des milliards de dollars d'investissement ? La capacité de l'Ukraine à exploiter pleinement ses minerais potentiels est encore plus compromise par les pénuries de main-d'œuvre probables qu'elle connaîtra après la guerre à cause de ses problèmes démographiques catastrophiques. Et pour rendre la situation encore pire, il faut réaliser que l'exploitation minière est aussi une activité extrêmement gourmande en énergie. L'industrie minière mondiale consomme à elle seule environ 38% de l'énergie industrielle globale chaque année et environ 15% de la consommation totale d'électricité mondiale. Or l'infrastructure électrique de l'Ukraine a été catastrophiquement endommagée par cette guerre.
Les forces russes ont effectué plus de 1000 attaques documentées contre le réseau électrique ukrainien depuis le début de l'invasion dans le but de le détruire autant que possible, tandis que plusieurs des centrales et sous-stations les plus importantes de l'Ukraine ont aussi été directement occupées par les Russes. Résultat, l'Ukraine n'a plus aujourd'hui qu'environ un tiers de sa capacité électrique d'avant l'invasion, et la grande majorité de cette capacité restante est fournie par seulement 3 complexes nucléaires encore en fonctionnement au centre et à l'ouest du pays, que les Russes ont hésité à cibler par peur de provoquer des catastrophes nucléaires. À l'heure actuelle, l'Ukraine n'a tout simplement pas la capacité énergétique disponible pour envisager des opérations minières à grande échelle. Toute l'infrastructure énergétique du pays devra être reconstruite et modernisée à un coût énorme avant même de pouvoir envisager l'exploitation minière. Et quand on ajoute toutes les autres complications, les études sur les minerais datent de dizaines d'années et sont potentiellement peu fiables, la plupart des minerais potentiels sont de toute façon dans la zone d'occupation russe, pénurie probable de main-d'œuvre ukrainienne, les investisseurs extérieurs seront méfiants à investir les énormes sommes et le temps nécessaires pour construire les mines, on arrive à la réalité probable. Tout accord sur les minerais ukrainiens avec les États unis reposera sur des attentes irréalistes. Des centaines de milliards de dollars seront nécessaires rien que pour reconstruire le pays à son état d'avant l'invasion, et sans aucune garantie de sécurité extérieure ferme, il y aura toujours le risque important qu'après un cessez-le-feu, la Russie décide simplement d'envahir à nouveau l'Ukraine quand elle sentira que le moment est venu, une peur qui planera en permanence au-dessus de la tête de l'Ukraine comme un spectre, chassant tout espoir d'investissement étranger. Significatif, tout espoir que de grands nombres de réfugiés reviennent un jour, et tout espoir que l'Ukraine puisse un jour se relever. Mais jusqu'à présent, personne ne semble prêt à donner ces garanties de sécurité vitale et ferme à l'Ukraine, parce qu'au fond tout le monde sait que la Russie n'a jamais abandonné et n'abandonnera jamais ses objectifs maximalistes à long terme envers l'Ukraine. Tout au long de ce processus de discussion en arrière-plan sur l'avenir de l'Ukraine entre les Ukrainiens, les Américains et les Européens, les objectifs ultimes déclarés de la Russie envers l'Ukraine n'ont jamais changé une seule fois. Leurs exigences pour mettre fin à la guerre sont restées à peu près les mêmes depuis avant même le début de la guerre en 2021 à 2022. Les responsables russes insistent toujours que, puisque les provinces de Kherson, Zaporijia, Donetsk et Louhansk ont été déclarées annexées à la Fédération de Russie, la constitution russe est claire. La Russie ne peut jamais compromettre ce qu'elle considère désormais comme son intégrité territoriale. Puisque toutes ces provinces sont maintenant vues comme des parties intégrales et centrales de la Russie insiste sur le fait qu'elle ne peut pas légalement accepter de geler les lignes de front telles qu'elles sont actuellement, car cela laisserait des quantités significatives de ces provinces hors de son contrôle. Au lieu de cela, la Russie continue d'exiger que, pour même envisager la paix, l'Ukraine se retire complètement de tout le territoire de ces provinces qu'elle contrôle encore, même si les forces russes n'ont jamais réussi à les prendre par la force. Cela signifierait que l'Ukraine abandonne toute sa ligne de front fortement fortifiée et environ 21 700 km² de son territoire qu'elle contrôle encore, l'équivalent de céder un territoire de la taille de la Slovénie. Plus de 1,3 million d'Ukrainiens vivent encore sur ce territoire qui serait cédé aux Russes, 1,3 million de vies humaines qui seraient remises à une force hostile qui cherche activement à les conquérir et à les incorporer, et 1,3 million de personnes de plus que l'Ukraine perdrait de sa démographie déjà en difficulté, sans parler des ressources potentielles qui seraient perdues, surtout dans la province de Donetsk. La Russie exige toujours que l'Ukraine et la Géorgie soient définitivement interdites d'entrer dans l'OTAN. Elle exige toujours que l'Ukraine soit interdite de recevoir de l'aide étrangère et que aucun État de l'OTAN ne puisse envoyer de casques bleus en Ukraine. Elle exige toujours que l'Ukraine s'engage à une réduction massive de la taille de ses forces armées, environ 95% de ce qu'elles sont actuellement, avec des limitations extrêmement strictes sur le nombre de chars, d'avions et de pièces d'artillerie autorisées. La Russie exige toujours qu'un amendement soit apporté à la constitution ukrainienne incluant une clause de neutralité permanente qui lierait ce qu'il reste de l'Ukraine à une neutralité internationale permanente, lui interdisant de rejoindre des alliances militaires comme l'OTAN. La Russie exige toujours que l'Ukraine s'interdise de mener des exercices militaires conjoints avec d'autres pays sans l'approbation préalable explicite de la Russie, et la Russie continue d'exiger que l'Ukraine consacre la Russie, son envahisseur, comme son État garant de sécurité à l'avenir. La Russie n'est pas et n'a jamais été intéressée par un compromis avec l'Ukraine. La Russie de Poutine ne cherche rien de moins que la soumission complète et totale de l'Ukraine, peu importe combien de temps ça prendra. La Russie a violé tous les traités et accords qu'elle a jamais signés avec l'Ukraine depuis la dissolution de l'Union soviétique. Même si elle accepte un cessez-le-feu temporaire ou une paix à peu près le long des lignes de front actuelles,
la Russie finira tôt ou tard par revenir pour le reste de l'Ukraine. Tout le monde le sait, et personne ne veut mettre son propre peuple en sérieux risque de guerre avec la Russie à cause de ça. Donc les garanties de sécurité dont l'Ukraine a besoin après la guerre pour dissuader la Russie et devenir stable et sûre ne sont pas très probables. L'Ukraine continuera bien sûr d'essayer de les obtenir, parce qu'elle sait aussi qu'au fond, sans elle, à long terme, elle est condamnée. Au moment où je produis cette vidéo, l'Ukraine et la Russie se rencontrent séparément avec les États-Unis et discutent des termes d'un cessez-le-feu potentiel. Après plus de 3 ans de guerre continue, la Russie aussi a été gravement affaiblie par cette guerre, surtout en termes d'équipement et de matériel perdu, et elle ne pourra probablement pas continuer au rythme actuel des combats plus d'1 an environ. Les deux camps sont évidemment intéressés à mettre fin à cette guerre sur le maximum de leurs propres termes possibles, mais les Ukrainiens viennent de perdre la majorité de ceux qui, pendant des mois, avaient été leurs plus gros atouts de négociation, leur poche de territoire occupée dans la province russe de Koursk qu'ils espéraient échanger contre le retour d'une partie de leurs propres terres occupées à l'est de l'Ukraine. Au début, les forces armées ukrainiennes avaient réussi à rassembler discrètement environ 10 000 de certaines de leurs unités d'élite les plus expérimentées de l'autre côté de la frontière l'été dernier, puis elles ont lancé la plus grande invasion terrestre en Russie depuis la Seconde Guerre mondiale en août dernier. L'opération visait à prendre autant de territoire russe que possible pour donner plus de leviers de négociation à l'Ukraine et à détourner autant de ressources russes que possible du front et critique où les forces russes faisaient des gains lents mais constants. Au début, cette nouvelle offensive ukrainienne à Koursk a très bien marché. Elle a pris les Russes dans la zone presque complètement par surprise, ce qui a permis aux Ukrainiens de dépasser environ 1000 km² de territoire russe à Koursk en seulement une semaine. La prochaine partie de cette vidéo couvrira exactement comment toute cette opération s'est déroulée et pourquoi elle a d'abord si bien marché pour les Ukrainiens avant de finalement tourner au désastre. Cette prochaine partie sur l'offensive ukrainienne à Koursk fait aussi partie de ma série globale « Modern Conflict », une série vidéo mensuelle que je produis qui couvre en profondeur les guerres, conflits et opérations militaires modernes, avec presque 50 autres épisodes déjà réalisés. Je mets en ligne de nouveaux épisodes de Modern Conflict chaque mois sans faute depuis plus de 4 ans, couvrant presque tous les conflits modernes et de multiples batailles, de la guerre Russie-Ukraine en cours aux guerres précédentes de la Russie en Géorgie et en Tchétchénie, en passant par la guerre américaine contre l'État islamique. Vous pouvez aller regarder tous ces épisodes de Modern Conflict dès maintenant sur le sponsor de cette vidéo, Nebula, où ils sont exclusivement disponibles à cause du sujet très sensible qu'ils traitent. Et encore mieux, quand vous vous abonnerez à Nebula, vous aurez aussi accès à tout le contenu exclusif incroyable qui est disponible là-bas de la part de centaines d'autres créateurs indépendants et podcasteurs, dont beaucoup que vous connaissez sûrement déjà. Comme la série Under Exposure de Neo qui inclut un documentaire approfondi sur l'enquête sur le vol Malaysia Airlines 17 abattu par des séparatistes pro-russes au-dessus de l'Ukraine en 2014, ainsi que d'autres séries exclusives de créateurs comme Wendover Productions, Real Engineering, Mustar et beaucoup d'autres. Et le meilleur, si vous vous abonnez en cliquant sur le bouton qui est à l'écran là ou en scannant le QR code ou en suivant le lien en description, vous recevrez une réduction folle de 40% sur un abonnement annuel, donc ça ne vous coûtera que 3 $ par mois ou 36 $ par an pour tout ce contenu exclusif génial de ma part et de centaines d'autres créateurs indépendants, avec encore plus de contenu ajouté chaque mois. Et si vous avez déjà un abonnement Nebula et que vous voulez en offrir un à un ami ou à un proche, vous pouvez aussi le faire avec exactement la même réduction en suivant le lien en description. Je n'ai pas de Patreon et je n'en aurai jamais, donc s'abonner à GeoRupture meilleure façon de soutenir directement ce que je fais ici sur GeoRupture. Et comme toujours, merci beaucoup d'avoir regardé.